Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Nous sommes toujours en compagnie de Chambel, consultant et auteur de Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro pour enfin comprendre le monde de la finance. Et nos deux éditorialistes Daouda Tal et Jean-Marie Bitomo. La Guinée se prépare à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole. Le potentiel en hydrocarbures découvert au large des côtes guinéennes est en effet très important. Son exploitation pourra constituer une contribution majeure à l'économie du pays. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. La Guinée se prépare à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole, tout devant se jouer dans les 2 prochains mois. Les opérations de forage du puits Fatala 1 vont commencer dans les prochaines semaines et l'issue déterminera si oui ou non le pays possède les ressources consistantes en matière de pétrole. Selon les données géologiques recueillies ces dernières années, le potentiel hydrocarbure de la Guinée est estimé à 3 milliards de barils. On ne peut pas défier les caprices de la géologie en disant du coup on trouvera du carburant. Maintenant, on a l'espoir que le pétrole sera trouvé. Les estimations théoriques sont faites. Si elles se confirment avec la découverte, ça sera une découverte économiquement rentable, donc une découverte commerciale. Le puits Fatala 1 sera creusé sur une profondeur de 12 000 pieds au large des côtes guinéennes. Les travaux de recherche et d'exploration sont financés entièrement par des investisseurs étrangers. Si le forage se révèle concluant, les revenus seront partagés entre l'État guinéen et ses partenaires avec des parts variant selon la quantité d'hydrocarbures disponibles. Dans la fourchette donc de 0 à 2000, la clé de répartition est de 75 à 25, 75% pour l'investisseur, 25% pour la Guinée. Dans la fourchette de 2001 barils à 5000, cette clé de répartition est de 70% pour l'investisseur, 30% pour la Guinée. Et dans la fourchette de 5000 à 100 000 barils, la clé évolue bien évidemment en faveur de la Guinée. Elle passe de 40% pour la Guinée, 60% pour l'investisseur. Fatala 1 est le deuxième puits foré au large des eaux guinéennes. Le premier forage Sabo 1, qui a coûté 152 millions de dollars au consortium conduit par Hyperdynamique, n'a malheureusement pas été concluant. Avec cette nouvelle tentative, l'espoir est plutôt permis selon les autorités guinéennes qui comptent sur cette nouvelle ressource minière pour diversifier l'économie du pays, une économie qui repose en grande partie sur l'agriculture et les mines. Monsieur Bell, quand vous voyez la Guinée qui se prépare éventuellement à rejoindre la liste des pays producteurs de pétrole, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ces découvertes pour un pays comme la Guinée? Mais écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce pays qui en a besoin. Et le fait d'intégrer l'OPEP, j'imagine que ça va leur permettre d'avoir de nouveaux leviers pour peser sur l'échiquier mondial. Avant d'intégrer l'OPEP, là on parle juste de découverte de pétrole. Hein. Bien sûr, mais par rapport à la découverte, on sait que c'est quelque chose qui va permettre d'avoir de nouvelles opportunités pour diversifier l'économie. Mais enfin, pour la diversification de l'économie, je pense qu'il faut, malheureusement, c'est une économie qui repose quand même encore beaucoup sur les matières premières, mais ça ne peut être que saluer le fait d'avoir ces nouvelles opportunités qui se présentent. Jean-Marie, comment le pays pourra faire pour éviter les erreurs de ces pays pétroliers qui justement dépendent aujourd'hui de cette ressource La réponse est simple. Dira question de gouvernance, tout simplement. Quelles sont les priorités qui sont mises en place? J'ai entendu quelque chose qui me choque souvent, c'est-à-dire, bon, je l'ai entendu dans le texte. Quand il s'agit d'un investisseur étranger qui arrive en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Quand il s'agit de pondérer l'apport financier par rapport à la valeur des matières premières, vous avez toujours des pays africains, c'est-à-dire qui ont la plus petite part. Mais je pose toujours la question suivante. Sans ces matières premières-là, où iront s'investir ces fonds-là? Quand vous avez un État guinéen qui commence une exploitation, si vous voulez, des puits de pétrole, l'investisseur étranger a déjà combien? À 75%. La Guinée en a 25%. Moi, ça me semble unique, tout simplement pourquoi. Mais ça semble évident aujourd'hui, mais finalement, c'est ce qui se produit partout. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, c'est vraiment quelque chose. Je trouve, Jean-Marie, effectivement, je vous rejoins totalement là-dessus, mais je trouve quand même que l'exemple guinéen
est à méditer. D'après ce qu'on voit déjà, il y a le Sénégal, on en a parlé déjà. Le Sénégal ici est dans le même cas de figure, donc 10%, finalement... mais là, moi, ça me semble. en fonction de la découverte, la Guinée peut aller, l'État peut récupérer, enfin jusqu'à 40%. Donc je pense que ça fait beaucoup. Donc cette forme de répartition dégressive en fonction de la denrée, je pense que d'autres États, dont le Sénégal, dont d'autres, devraient s'en inspirer parce que ça me semble quand même très intéressant ce cas-là. Oui, ce que je veux dire là-dessus, Diarra, c'est que quand on fait la pondération, je ne comprends pas pourquoi, si vous voulez, la valeur des matières premières naturelles est toujours minorée par rapport à l'apport financier. Parce que ce capital financier-là, si vous n'avez pas, si vous voulez, des secteurs dans lesquels le capital financier va pouvoir s'investir, mais vous allez garder cet argent-là, vous allez faire de la thésaurisation, si vous voulez. Peut-être on me dira que les fonds se dirigeront vers d'autres secteurs. Mais commençons par cette donne-là qui est très très importante pour moi. Nous parlions là tout à l'heure de l'explosion démographique en Afrique. Si nous commençons, comment dirais-je, à être spoliés de nos matières premières au bénéfice des investisseurs étrangers sous prétexte qu'il y a des investissements, on le sait aujourd'hui. Vous avez, si vous voulez, des radiographies qui sont faites à partir des satellites pour connaître, si vous voulez, le potentiel, si vous voulez, des sols en termes de pétrole. Donc à partir de là, qu'on ne me dise pas qu'ils ont investi tant, mais la répartition, cette clé de répartition là me semble être... Monsieur Bell, vous voulez ajouter? Oui, mais enfin, dans la réalité, quand même, les investisseurs dont on parle, ce sont des investisseurs en général qui font les recherches à l'avance. Parce que ces pays-là n'ont pas toujours tous les moyens pour faire les recherches. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Si vous engagez les recherches à l'avance, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nos matières premières valent rien. Alors qu'on voit très bien que quand ces matières premières, la partie de l'Afrique, sont exportées ici, là, sont transformées, nous les payons 3, 4, 5, 10 fois, si vous voulez, ce que ça vaut en tant que tel. Mais ce sont les États africains. Je prends toujours un exemple ici, là. Regardez la Chine. Quand la Chine, si vous voulez, achète aux États-Unis, achète à la France, ils exigent des licences, des cessions des licences pour pouvoir fabriquer la même chose chez eux. C'est pas le même rapport de force. Mais non, c'est pas le même rapport de force. Il faut l'instaurer. Il faut l'instaurer, ce rapport de force-là. Moi, j'en ai parlé ici, là, je pense que c'était avec Diarra. Nous avons parlé du café ici, là, du cacao ici. Vous avez 2 États africains qui produisent 60% de la production mondiale de cacao. Et le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et ces pays-là, pourquoi ne feront-ils pas comme l'OPEP fait au niveau du pétrole pour pouvoir contrôler le marché mondial? Et aujourd'hui, on a oublié de mettre en place des caisses de stabilisation et tout ce qui s'ensuit, ce qui fait que c'est toujours au détriment des populations africaines en tant que parce qu'à l'échelle de l'économie mondiale, l'Afrique ne pèse pas beaucoup. C'est des faibles taux à la base. C'est une réalité qu'il faut inverser. On nous fait croire que l'Afrique ne pèse pas beaucoup, alors que c'est l'Afrique qui est le dépositaire des matières premières. Mais ce qui était intéressant, c'est le rapport de force dont parle M. Bell. Il y a un rapport de force, effectivement. Mais bon, après, de là à vous dire, je vous donne, vous prenez 90% par exemple, et moi je récupère. On écoute Daouda. Vous prenez 90% et moi je prends 10% parce que soi-disant vous avez apporté le... Là quand même, l'écart me semble assez important. Donc je pense qu'il faut mieux négocier, c'est tout à fait possible. Et le cas de la Guinée, c'est un cas intéressant, cette forme de répartition. Mais je terminerai pour dire une chose, et au-delà de ce que récupèrent les compagnies pétrolières, il y a aussi la notion de transparence. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas diffusées, même si aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Les compagnies minières ont l'obligation de diffuser, de publier ce qu'ils payent à l'État, mais après, la transparence ne s'arrête pas là. Est-ce que c'est ce flou qui permet à ces sociétés d'imposer un taux aussi fort? C'est ce qui se passe, Diarra. Je vais vous prendre l'exemple. La plupart des compagnies pétrolières qui vont en Afrique, les États n'ont même pas le droit de regard sur les bilans comptables, comment on dirait, de ces sociétés-là. Non seulement on ne connaît pas le niveau de la production, on vient annoncer à l'État que le niveau de la production pétrolière a été tant de cette année. Vous n'avez aucun moyen de vérification là-dessus. Donc c'est inique. C'est à cause du rapport de force. Vous me rejoignez. Merci. Mais il faut l'instaurer en autre forme. Merci messieurs pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré à l'urbanisation du continent face à cette démographie croissante dont on parle depuis le début de la semaine. Merci à Monsieur Thiombel. Vous êtes consultant en finance, auteur de l'ouvrage Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro pour enfin comprendre le monde de la finance.
Merci à Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste numéro 1. Merci, Diarra. Et notre éditorialiste numéro 2, bon, je laisse à Jean-Marie le numéro 1, au doyen, bien sûr. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce débat bien dynamique et intéressant. Très intéressant. Comme d'habitude sur Africa 24. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous, bien entendu, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité du continent se poursuit sur notre antenne.